Alors, je souhaiterais commencer par une citation de Alenda Cheng dans Playing Nature Ecology in Video Game. L'ancienne supposition selon laquelle les jeux sont des fantasmes d'évasion définis principalement par leur fiction narrative ne tient plus aussi solidement qu'auparavant. Il est clair que le monde vidéoludique dans lequel nous marchons, gesticulons, observons et agissons constitue plus que jamais une part essentielle de l'expérience ludique. Cyberpunk 2077, le jeu dont je vais vous parler, est un jeu vidéo d'Adam Badowski puis Gabriel Amantangelo, sorti en 2020 et créé par le studio CD Projekt Red. Le joueur incarne V, dont la quête de survie l'amène à explorer la métropole de Night City dans une œuvre vidéoludique en monde ouvert. Alors pour les néophytes de jeux vidéo, je devrais tout expliquer durant ma présentation. Donc normalement, au bout de la présentation, vous saurez tout sur Cyberpunk 2077. Alors, pour un premier mouvement, je vais tenter d'expliquer en quoi Cyberpunk 2077 est une œuvre au cœur des problématiques de l'écologie des images. Donc, tout d'abord, le cyberpunk est un sous-genre de la science-fiction mettant en scène dans un avenir proche caractérisé par l'avancée de la technologie informatique dans un contexte souvent dystopique. Night City, la ville du jeu dans lequel se déroule l'ensemble des actions, est caractérisée esthétiquement comme une métropole de science-fiction où les images foisonnent. Donc, dans tous les espaces de la ville, dans les ascenseurs, vous avez par exemple 4 écrans de télévision, il y a de la publicité qui est diffusée en continu. Vous vous promenez dans la ville, il y a de la publicité partout, il y a de la publicité qui vole. Voilà, vous êtes envahi d'images commerciales. Et en effet, comme l'explique Yannick Rumpala dans un article paru dans Espace et Société, le cyberpunk installe la marchandisation de l'espace urbain comme une évidence. Les sollicitations commerciales paraissent omniprésentes dans ces environnements. Le monde du futur est et demeure un monde de marques. Dans la perspective de l'écologie des images, on peut comprendre ces images commerciales de manière relationnelle avec le monde en tant qu'objet image et avec les individus. Mais on peut se demander si Night City est la cité idéale du néolibéralisme. Donc là, je vais vous lire un extrait de la description de la ville dans la diégèse du jeu. La Cité des Rêves a été fondée dans les années 1990 par l'industriel visionnaire Richard Knight. Quand le monde de la fin du XXe siècle sombrait dans le chaos, Knight a imaginé une métropole exempte de crimes, de pauvreté et de corruption. Ses partenaires corporatifs, Arasaka, IBM et Petrochem, l'ont aidé à concrétiser ses idées en investissant dans ce qui allait devenir la cité libre de Night City. Night City a tout, des gratte-ciels monumentaux de méga corporations aux villas luxueuses de stars internationales, en passant par les quartiers sans foi ni loi rongés par les affrontements civils. On y croise des mercenaires, des gangs et des rockers célèbres, mais aussi des drogués, des clochards et même des cyberpsychos. On s'y tient dans l'ombre de méga-buildings colossaux avant de se perdre dans le dédale des rues, allées et marchés. On y réalise ses rêves ou on en meurt en essayant. Donc, la ville de Night City, sa particularité, c'est le fait que le pouvoir, donc l'État de Night City, est dirigé par les 10 grandes méga-corporations de la ville. Donc c'est bien le rêve du néolibéralisme qui est accompli. L'État n'existe plus, il n'y a plus de politique. Les entreprises ont remplacé le politique. Et Cyberpunk 2077 est surtout la dystopie capitalocène. Alors là, je devais vous montrer une carte de Night City. Et en fait, la ville fictionnelle est située entre la Californie du Nord et la Californie du Sud. Ce que vous auriez observé, c'est une ville, mais qui est comme une île urbaine au milieu d'un désert aride. Donc dans ce monde, c'est le désert californien qui l'a emporté. Et l'ensemble des États-Unis sont devenus ce que le jeu surnomme des Badlands, où il n'y a que quelques nomades qui y traversent. Et en bas à droite de la carte, vous avez un lac qui semble, ma foi, fort sympathique et qui permet également de produire de l'énergie. Sauf que dans l'une des missions du jeu nommée Pyramid Song, vous allez plonger dans la ville engloutie afin de l'observer. Donc, vous allez apprendre que la ville a été, le terrain où se trouve la ville a été racheté par une méga corporation 15 ans avant les événements du jeu, qui l'ont rempli d'eau pour l'usage énergétique de la ville, mais aux dépens des habitations et des gens qui s'y trouvaient sur place. Donc, on voit bien que c'est le monde où le Capitolocène s'est vraiment installé et se perpétue.
De plus, à partir de l'acte 2 du jeu, le personnage de V, donc le personnage que vous jouez, cohabite avec Johnny Silverhand. Alors, c'est-à-dire que dans V, il y a une autre âme qui vient s'ajouter à elle du fait d'un twist cyberpunk. Et donc, il y a deux milieux qui peuvent réceptionner des images qui cohabitent. Et vous avez le milieu individualiste mercenaire du personnage de V que vous incarnez depuis le début et le milieu d'un terroriste anticorporatiste qui est mort depuis à peu près 50 ans dans l'univers du jeu. Il est possible, alors que ça soit à partir de Night City ou du personnage principal, de faire une analyse de l'écologie des images dans l'œuvre vidéoludique de CD Projekt Red. Et l'an dernier, avec Richard Schilling, un autre étudiant en master, dans le cadre du séminaire écologie des images, nous avons écrit une petite notice sur le terme de transduction chez Simondon, avec et à partir de la mission Pyramidon de Cyberpunk 2077. Donc, je vous invite à aller la lire et, euh, et pour en savoir plus. Mais à présent, je souhaiterais parler donc d'un deuxième mouvement, d'une nouvelle approche du médium vidéoludique, l'écologie des images. Alors, pour le domaine des analyses du jeu vidéo, pour le moment, elles sont dominées par deux grands mouvements qui sont celui de la ludologie, donc de l'approche de la manière dont on joue au jeu, et une approche des scénaristiques. Donc, on va s'intéresser à ce que narre le jeu. Mais il manque pour le moment des analyses, en tout cas en recherche, esthétique du jeu vidéo et également d'analyse du level design de celui-ci. Cyberpunk 2077 est un jeu en monde ouvert. Alors, la particularité des jeux en monde ouvert, c'est que le joueur peut, à travers son personnage joueur, se déplacer librement dans l'environnement, dans une limite définie par les game designers. Et donc, la découverte de cet univers est propre à chaque joueur. Dans l'acte 1, vous découvrez le quartier de Watson, mais après avoir franchi l'acte 1, vous êtes libre d'explorer l'ensemble de la métropole de Night City et une partie des environnements qui l'entourent. Et donc, cette métropole est un espace de lecture à dimension immersive. Et c'est pourquoi la notion de level design, donc la manière dont le monde a été créé par les game designers, est extrêmement importante. Et dans les études vidéoludiques, on parle de la narration environnementale, donc ce que racontent les environnements qui nous entourent. Et donc, cela nous fait repenser à Lenda Cheng, dans la toute première citation de ma communication, mais également le jeu vidéo est un art qui porte attention sur ce qui entoure le joueur. Euh, la structure archétypique des open world ces 20 dernières années, depuis Zelda Wind Waker, c'est une structure archipélagique. C'est-à-dire qu'en fait, les game designers prennent une carte qui est vide, ils déposent des points d'intérêt, puis construisent leur monde autour. Donc en fait, c'est comme un ensemble d'îles sur lequel on aurait appliqué une patte graphique. Sauf que dans Cyberpunk 2077, les game designers ont tenté de mettre à mal ce modèle archipélagique. Et là, je voulais vous montrer un photogramme de la carte de Watson et vous auriez remarqué que le quartier est divisé en trois parties et il y en a deux qui sont très denses en termes de quêtes et il y a un quartier où vous n'avez qu'une seule quête. Et le quartier où vous n'avez qu'une seule quête, c'est le quartier d'Arasaka, donc de l'une des corporations, parce que les gens qui habitent dans cette ville ne sont pas les bienvenus dans ce quartier. Donc il est logique qu'on ne puisse pas trouver des points d'intérêt archipélagiques dans cette zone-ci. De plus, si dans la vue aérienne de Night City, sur le waterfront d'Arasaka, il s'est écrit en grand Arasaka, histoire que ça soit visible depuis l'espace. Donc les rêves des milliardaires sont toujours les mêmes dans 57 ans. Le level designer Onisku Liu Kosmin dit à propos de la structure de Cyberpunk 2077 qu'il donne l'impression d'être l'anti-monde ouvert par excellence. Il s'engage à remettre en question les conventions et si ces paramètres ne correspondent pas aux normes établies, ils sont justifiés narrativement par le ton du jeu. C'est un exemple remarquable de world building, un monde conçu autour d'un concept résolument orienté vers la transmission d'une sensation, même si cette sensation n'est pas celle de la sécurité. Night City écrase et contraint le joueur.
Je souhaiterais, pour finir ce dernier mouvement, me poser la question de est-ce que Night City, est-ce que l'univers de Cyberpunk 2077, l'univers jouable, est un hyper-objet, en reprenant le terme à Timothy Morton. Les hyper-objets se caractérisent par le fait qu'ils transgressent les limites du temps et de l'espace. Et en effet, en tant que joueur, vous ne pouvez explorer tout Night City au même moment, au même instant, en tout lieu. Mais les hyperobjets sont non locaux. En d'autres termes, toute manifestation locale d'un hyperobjet n'est pas directement l'hyperobjet lui-même. Donc, parce que je vous viens de dire, je viens de prouver que Night City n'est pas l'hyperobjet du monde vidéoludique, de l'univers vidéoludique dans lequel se déroule le jeu. Cependant, comme l'explique Yannick Rompala, les récits du cyberpunk se situent dans un imaginaire spatial de la ville-monde. Si géographiquement celle-ci paraît demeurer sur son territoire originel, elle s'avère surtout prise dans des réseaux et des flux qui la dépassent et lui donnent une autre dimension. Le monde du cyberpunk est celui des villes globales où se croisent tous les flux qui ont été eux-mêmes globalisés, voire tendanciellement déterritorialisés. Donc, en fait, même si vous n'avez accès qu'à une partie de l'univers vidéoludique de Cyberpunk 2077, cette ville de Night City en est une ville-monde, et donc c'est comme si elle vous permettait d'explorer l'ensemble de l'univers de Cyberpunk 2077. C'est pourquoi, à la place du terme d'hyper-objet, je préférais reprendre la métaphore de la boîte de pétri. Selon moi, les jeux en monde ouvert pourraient être considérés comme des boîtes de pétri, car le terme désigne métaphoriquement une communauté ou un environnement confiné, étudié comme un échantillon dans une expérience. Elle peut représenter un groupe restreint ou un environnement restreint, isolé pour observer des interactions et des comportements, ou un lieu où des idées et projets peuvent émerger et se développer avant d'être appliqués à plus grande échelle. Afin de conclure cette présentation sans images, je souhaiterais ouvrir deux pistes d'analyse des œuvres vidéoludiques. La première vient de John Bales dans son ouvrage Ideology and the Virtual City, Video Games, Power Fantasy and Neoliberalism. Et il dit à propos des jeux vidéo, ce qui me semble le plus intéressant, c'est la façon dont les jeux vidéo fonctionnent comme des réponses ambiguës au néolibéralisme. Autrement dit, il critique simultanément les conditions sociales existantes tout en réaffirmant certaines hypothèses courantes sur le fonctionnement du monde. Ainsi, la question qui m'intéresse ici n'est pas tant leur influence idéologique potentielle sur les joueurs que la manière dont les formes interactives et centrées sur les objectifs des jeux représentent et symbolisent les façons variées et complexes dont les individus réconcilient leur expérience et leurs désirs avec les exigences du néolibéralisme. Donc, ça pourrait être une première porte d'analyse sur le jeu vidéo. Et la seconde serait plutôt héritier de Allen Dansheng dans un ouvrage paru en 2019 également, donc toujours Playing Nature, Ecology in Video Games. Elle nous invite à prendre au sérieux l'idée d'une écologie du jeu, qui nous permettrait de réfléchir de manière plus sophistiquée aux environnements des jeux qui deviennent de plus en plus complexes sur le plan informatique et graphique, mais reposent souvent sur des modèles environnementaux relativement simplistes. Par exemple, ceux de l'extraction de ressources, où le monde du jeu est principalement une source de matériaux de construction, ou du spectacle visuel, où le monde du jeu sert essentiellement de toile de fond scénographique aux actions du joueur. Donc, à travers cette présentation, je voulais ouvrir une nouvelle piste de l'écologie des images, qui est celle de l'écologie des images vidéoludiques. Et j'espère avoir réussi à vous présenter en quoi ça pourrait être intéressant d'analyser également les jeux vidéo de manière écologique.